Très bien, je commence et je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité à participer à ces 2 journées d'études et à inclure la poésie visuelle dans cette réflexion collective sur la typographie. Donc, le titre de mon intervention est Typographie, calligraphie, peinture, formes et enjeux de l'écriture dans la poésie visuelle japonaise depuis les années 60. Alors, j'emploie ici le terme poésie visuelle dans un sens large pour désigner une poésie qui se donne à voir avant de se donner à lire. Alors, toute poésie, certes, à partir du moment où elle est écrite sur un support, entretient des liens avec le visible. Mais la poésie dite visuelle ne se contente pas d'être vue. Elle cherche à exploiter toutes les possibilités que lui offre la forme des caractères et leur disposition sur la page. À partir des années 1950, notamment, se sont développées des expériences cherchant à dégager le mot de la phrase et à le traiter comme un objet à voir plutôt que comme le simple véhicule d'un sens. Parmi les pionniers, on peut citer Pignatari et les frères de Campos au Brésil ou encore Gomringer en Suisse. Au Japon, où on parle de Visual Poetry ou de Shikakushi, les deux figures les plus importantes sont sans aucun doute Kitasono Katsue et Miikuni Seiichi. En 1958, Kitasono publie un poème intitulé Espace monotone, Tancho na Kukan, qui dit quelque chose comme le blanc dans le blanc, dans le noir, dans le noir, dans le jaune, etc. La répétition des mots et des caractères confère à l'ensemble une forme plastique remarquable. Mais Kitasono s'éloigna peu à peu de cette poésie qui s'appuie sur la seule force des caractères d'écriture pour s'intéresser de plus en plus à ce qu'il appela des plastic poems, est-ce que c'est ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire des photographies d'objets portant des signes d'écriture. Miikuni, lui, resta fidèle toute sa vie à une poésie visuelle pure et dure, et c'est pourquoi, dans mon exposé, je privilégierai son œuvre ainsi que celle de ses successeurs. Chez Miikuni, les caractères d'écriture forment eux-mêmes image, sans recours à aucun appui extérieur. Alors, vous voyez ici à l'écran Kodomo no Shiro, les châteaux des enfants, un des poèmes de son premier recueil, Zéro on, Zéro bruit, paru en 1963. Miikuni a rassemblé des kanji pouvant se référer à l'univers enfantin comme le rire, la mer, qu'est-ce qu'on a encore, la rivière, l'oiseau, l'étoile, etc. Et ces kanji de tailles différentes sont dispersés dans l'espace, ce qui oblige le regard à un parcours multidirectionnel de la page, rompant avec la linéarité habituelle de la lecture. Alors, contrairement à un poète comme Hans-Georg Mayer, poète allemand, lui-même typographe et créateur de caractères, vous avez à l'écran son alphabet de 1962, Miikuni n'inventa pas de nouvelles polices de caractères. Mais la typographie constitue un élément essentiel de son travail. Comme les autres poètes visuels de son époque, il était à la recherche d'une poésie moderne et d'une forme d'expression dans laquelle la personne du poète n'apparaisse pas. Il concevait le poète comme un simple artisan qui dépose des mots sur un support, et son outil de prédilection fut donc évidemment la machine à écrire, l'outil de base de toute la poésie visuelle jusqu'aux années 1980 et l'apparition des premiers ordinateurs personnels. Miikuni mourut en 1977 et ne connut jamais le traitement de texte. Donc les poètes venus après lui sont passés par la composition par ordinateur, mais ils sont généralement restés fidèles au caractère typographié. Alors par rapport aux merveilles typographiques que nous voyons depuis hier, dans le domaine de la création de caractères, mais aussi dans les mangas et la calligraphie, les œuvres que je vais vous montrer vous paraîtront peut-être décevantes. Les poètes visuels font en effet vœu de pauvreté. Ils revendiquent une poésie précise et exigeante, mais élaborée avec les moyens du bord, sans aucune recherche proprement esthétique ni typographique. Alors, dans le parcours que je vais vous proposer, j'espère néanmoins que vous serez sensible à leur inventivité et à l'ouverture de certains d'entre eux à des domaines connexes, comme la calligraphie ou encore les arts visuels. Le terme est sans doute plus juste que le mot peinture annoncé dans mon titre. Alors, les poèmes de Miikuni lui-même prennent souvent la forme du bloc. Le bloc n'est nullement une invention de Miikuni. Il s'agit au contraire d'une disposition très fréquente dans la poésie visuelle qui favorise la répétition, les jeux de combinatoires et insiste aussi sur l'autonomie du mot qui est séparé de toute phrase. Alors ici, je vous ai mis des exemples de Goritz ici, Gomringer ici en bas,
Vous avez ici un Finlay, est très connu, et à droite, un De Campos. Et j'ai choisi ces exemples parce qu'ils ont tous été composés dans les années 50 et 60, c'est-à-dire au moment même où Ni Kuni commence à élaborer ses propres poèmes visuels. Dans le cas du Japon, la disposition en bloc est dotée d'une efficacité particulière dans la mesure où le rectangle final fait écho aux rectangles particuliers que sont les carrés, dans lesquels sont contenus chacun des caractères imprimés. Alors, Nikuni en a fait grand usage, même s'il lui arrive d'utiliser aussi d'autres dispositifs. Alors, bien sûr, je commence par son poème le plus célèbre, qui est aussi sans doute le poème le plus célèbre de toute la poésie visuelle japonaise, Ame, pluie, que vous avez à gauche. Alors, Nikuni joue pleinement avec l'origine pictographique du kanji pluie. La partie supérieure du caractère figure le ciel, tandis que les 4 points ici représentent les gouttes de pluie elles-mêmes. Il est bien sûr tentant de voir dans ce poème un simple retour de l'écriture à l'image. Les points et les traits disposés sur la page imiteraient des gouttes de pluie en train de tomber. Dans le commentaire qu'il fait de ce poème, Fujitomi Yasuo met toutefois en garde contre une interprétation de ce poème qui serait d'ordre purement mimétique. Il souligne d'abord que le kanji n'est pas placé en haut de la page, mais en bas. Et il ajoute que les gouttes sont elles-mêmes répétées mécaniquement. Il les a comptées, il en comptabilise 1744. Je n'ai pas vérifié. Elles sont groupées par 4 dans l'exacte configuration qu'elles occupent dans le caractère, et non dans la réalité. Ce que le poème donne à voir, explique-t-il, est donc bien moins qu'un paysage, une mise en scène du caractère d'écriture lui-même, dont les composantes se trouvent ainsi exhibées. Il en va de même dans le poème de droite, Kawa Matawa Shu, fleuve ou banc de sable. Nikuni a choisi encore une fois des caractères d'origine pictographique, les 3 traits de Kawa représentant les 2 berges et le courant, tandis que les points supplémentaires dans Shu renvoient au sable qui s'est déposé dans l'eau. Mais on est frappé aussi, bien sûr, par la mise en page du poème qui répartit les caractères en 2 blocs distincts, de part et d'autre d'une ligne diagonale, de manière toute intellectuelle et fort peu réaliste. Dans Position, Ichi, plus que la forme même des caractères, c'est leur mise en page qui attire l'attention. Le poème utilise 2 caractères, tatami, ici, et ro, qui veut dire foyer. Leur disposition évoque une pièce à thé avec ses grands tatamis rectangulaires, son petit tatami carré à l'emplacement du foyer, le foyer lui-même, c'est le carré blanc, et la braise qui y coule. Alors bien sûr, le caractère tatami lui-même comporte de nombreuses lignes horizontales qui renvoient à l'idée de superposition, de sorte que le poème suggère jusque dans ses détails le tressage de l'objet qu'il désigne. Mais ce sont surtout, à mon avis, les blancs de la mise en page qui séparent les blocs de caractères qui donnent à ce poème sa visibilité spectaculaire. Il arrive aussi, bien que plus rarement, que Nikuni mette à profit la taille ou la densité chromatique des caractères. En voici 2 exemples. À gauche, vous voyez Tenmetsu, clignotement, et vous constatez que Nikuni n'a pas exploité la forme des caractères eux-mêmes, mais leur densité graphique. Leur taille d'abord, puisque les caractères sont de plus en plus petits à mesure qu'ils s'éloignent de la colonne médiane qui est là, et leur graisse ensuite, puisque le kanji ten est typographié en maigre, alors que metsu est en gras, de sorte que l'alternance des 2 graisses crée justement un effet de clignotement. Dans Konnichi, le poème de droite, le mot aujourd'hui est écrit en noir, alors que hier et demain sont en gris, et même dans un gris de plus en plus clair à mesure que les caractères s'éloignent du centre de la page. Ici, la densité chromatique des caractères imprimés indique la proximité ou l'éloignement par rapport au moment présent. L'arrêt des activités d'Asa en 1974 et la mort de Nikuni en 1977 marquèrent évidemment un tournant dans l'histoire de la poésie visuelle japonaise. La première conséquence fut la dispersion des membres du groupe
Agissant désormais en dehors de tout organe fédérateur, les poètes donnèrent un nouveau tour à leurs activités. Peu d'entre eux empruntèrent la voie tracée par Nikuni, celle d'une poésie limitant la visualité du poème à celle des mots employés. Alors, je commencerai par quelques poèmes de Yamanaka Ryojiro. Alors, évidemment, pour qui connaît l'œuvre de Nikuni et la revue Asa, l'univers de Yamanaka ne peut manquer de surprendre. Yamanaka utilise en effet souvent la la calligraphie. Or, la calligraphie est une pratique foncièrement liée à la personne qui trace le caractère. Les traits sont l'expression de son énergie, de son équilibre vital, de son corps. En tant que telle, la calligraphie n'a donc pas sa place dans la pensée de Nikuni Seiichi. Mais l'originalité de Yamanaka est de combiner caractères calligraphiés et typographiés. Alors, les exemples que vous allez voir ont été publiés dans la revue Shishi, abréviation de Shikakushi, qui signifie poésie visuelle. Et cette revue est intéressante parce qu'elle constitue l'une des rares tentatives collectives de la poésie visuelle japonaise postérieure à Asa. On compte 30 numéros de 1981 à 1992. Alors, vous avez ici tempête, arashi, et le caractère tempête que vous voyez au milieu occupe la plus grande partie de la composition. La calligraphie, bien sûr, se caractérise par son expressivité. Les traits donnent l'impression d'avoir été tracés avec violence et le caractère dans son ensemble se trouve lui-même disloqué comme par un déchaînement des éléments naturels. Le blanc à l'intérieur des traits noirs, qui est dû à un manque d'eau dans la réserve du pinceau, suggère la rapidité du trait. Mais le poème joue aussi sur la répétition, qui est caractéristique de la poésie visuelle, comme nous l'avons vu, mais tout à fait étrangère au monde de la calligraphie. Les caractères tempête et pluie, que vous voyez en bas, qui sont typographiés cette fois, ont été disposés dans tous les sens pour figurer le désordre auquel se réfère le mot tempête lui-même. Dans tonnerre, kaminari, le contraste entre le gonflement et l'effilement des extrémités figure peut-être le bruit assourdissant, puis l'effacement progressif d'un grondement. Je m'intéresse particulièrement aux points que vous voyez ici, les 4 points qui sont situés dans la partie inférieure du caractère et qui sont censés représenter les gouttes de pluie, sont particulièrement intéressants. Ils renvoient ici en effet aux tambours, qui sont l'accessoire traditionnel du dieu du tonnerre, qui tape dessus et qui les fait tourner lorsqu'il se déchaîne. Vous voyez à droite le dieu du tonnerre avec ses tambours dans une peinture sur paravent extrêmement célèbre. En outre et surtout, Yamanaka a disposé à l'extérieur des extrémités de la figure des caractères en katakana qui correspondent à la lecture du kanji kaminari. Et vous les voyez ici, ce sont des katakana, mais pour pouvoir être lus comme tels, ils doivent être déchiffrés dans un mouvement lui aussi giratoire, comme les tambours. Kaminari. Il faut que ça tourne. Alors, comme vous le voyez, chez Yamanaka, la calligraphie n'est jamais utilisée seule, mais toujours en combinaison avec la typographie, ce qui est une manière d'introduire la calligraphie dans la poésie visuelle, mais peut-être aussi, là je passe sous contrôle de la leader, de renouveler l'univers de la calligraphie par l'ajout de caractères obtenus à l'aide de procédés mécaniques. Alors, si le recours à la calligraphie est rare dans la poésie visuelle, celui au graphic design est beaucoup plus fréquent, sans doute parce que les poètes sont eux-mêmes issus du monde des arts graphiques. C'est le cas de Yoshizawa Shoji, qui est né en 1937 et qui est graphiste de formation et de métier. Donc, dans le poème de gauche, Kaze no Hashi, le pont de vent, le caractère vent que vous voyez ici est renversé et étiré pour évoquer un pont très arqué. Le caractère voile, qui est utilisé 4 fois, suggère peut-être 4 bateaux qui sont passés ou qui sont sur le point de passer sous le pont, tandis qu'un personnage marche au-dessus du pont. C'est en tout cas ce qu'on peut inférer du caractère que vous voyez ici, qui signifie marcher ou pas. À l'exception de kaze, vent, tous les caractères se prononcent ho. Et Yoshizawa a d'ailleurs placé aux 2 extrémités, ici et là, un katakana et un hiragana qui se lisent ho.
On n'a que quelques caractères, mais c'est tout un paysage qui surgit, la page devenant elle-même à la fois ciel et eau. À droite, vous avez paysage, ha, hi, hu, he, ho, po. Et on voit un certain nombre de kanji qui sont disposés verticalement dans l'ordre de leur lecture telle qu'elle est donnée dans le syllabaire. Ha, hi, hu, he, ho. Pour le ha, on voit le caractère qui signifie vague, détruire, mer. Pour hi, on voit voler dans le ciel, ou c'est flotter, et ho, c'est la voile. De tous les caractères qui sont utilisés, seul le he, un hiragana, est utilisé, enfin, fait l'objet d'un traitement figuratif, puisqu'il est utilisé pour figurer des vannes. Alors ce poème, à mon avis, illustre pleinement les possibilités de l'écriture japonaise, une écriture dans laquelle les sons peuvent être notés aussi bien au moyen de kana que de kanji, et où la modification d'un son est notée à l'aide de signes diacritiques. Par exemple, un petit rond, handakuten, placé à côté du katakana ho, le transforme en po. Et vous avez ici un petit point qui se promène tout seul et qui peut être associé à ce caractère ici. Les deux petits points, que vous n'êtes pas très bien, ten, ten, les dakuten, ajouter un ho donne bo. Alors ici, Yoshizawa a ajouté 2 points à droite de ce kanji, ce qui est interdit, puisque les signes diacritiques ne peuvent modifier que des signes syllabiques, et d'autre part inutile, puisque ce caractère qui signifie mère, la maman, qui se prononce haha en haut de la page, se prononce aussi beau dans une autre lecture. En attirant l'attention sur le fonctionnement de l'écriture japonaise, Yoshizawa produit une poésie de l'écriture, bien plus d'ailleurs peut-être qu'une poésie du paysage. Kaji no Kyuyo va plus loin encore que Yoshizawa dans l'exploration graphique des signes d'écriture. Il stylise la forme de certains caractères qu'il réduit à leur tracé minimal, faisant grand usage des figures de base de la géométrie, le carré, le cercle, etc. Dans la revue Maru, qu'il a créée avec Yoshizawa en 1998, le mot kokoro, cœur, par exemple, fait l'objet d'une longue variation sur plusieurs numéros. Les 2 premières compositions, que vous voyez à gauche, sont réalisées à l'aide du mot kokoro, écrit en katakana, et jouent sur la taille inégale des traits et sur leur déformation. Dans le premier poème, ici, l'épaississement extrême des traits et l'imbrication du ro à l'intérieur du deuxième ko-ko-ko-ro rendent au premier abord le mot quasiment méconnaissable. Dans le poème d'à côté, l'effet est obtenu au contraire par l'amincissement extrême des traits. Le troisième poème, en bas, géométrise les traits du kanji à l'extrême jusqu'à les rendre anguleux, et alors que celui d'à côté, le quatrième, reprend toujours le kanji, mais transforme les traits en pur arc de cercle. Le 5e poème que je vous présente, ici, réduit les traits du kanji à des blocs carrés et rectangulaires noirs de longueur et d'épaisseur inégales. Et le dernier déforme les caractères et les met en page de manière à unir les 2 traits centraux dans la forme stylisée d'un cœur. On mesure bien sûr ce qui sépare ces créations d'un autre cœur, calligraphié celui-là par Yamanaka, où l'épaisseur des traits est extrêmement variable. Et vous lisez ici le kanji kokoro et kokoro en hiragana. Chez Kajino, d'un poème à l'autre, les frontières entre écriture et figure se déplacent, mais sans jamais transformer les signes écrits en simples dessins. Toujours repérables, même s'il y faut pour cela un patient exercice du regard, les traits constitutifs de chaque caractère conservent leur équilibre et jusqu'à leur longueur respective. Le décapage que Kajino leur fait subir est sévère, mais il se montre aussi parfaitement respectueux de leur identité visuelle. Il y a bien une grande radicalité, mais qui ne détruit rien, qui révèle au contraire. Alors, il existe au contraire, par contre, des expériences qui associent explicitement écriture et dessin. Je pense ici, bien sûr, à celle de Fujitomi Yasuo, qui est cofondateur avec Mikuni de la revue
Asa, et qui se considère lui-même comme un dessinateur autant qu'un poète. Il associe souvent les deux pratiques. Alors, vous avez ici 2 poèmes tirés du revues Ippatsu d'un seul coup, qui comportent 10 poèmes visuels en noir et blanc, rehaussés d'un coloriage au feutre, mais ici on n'a que du noir et blanc, et dont l'effet repose sur une combinaison particulièrement étroite entre écriture et dessin. Alors à gauche, vous avez portrait de femme, et en fait, le dessin remplace un kanji. Le mot bijin, écrit ici, est constitué de 2 caractères, l'un qui signifie beauté, bi, et l'autre qui signifie être humain, jin. Le caractère bi lui-même associe 2 éléments. L'élément supérieur signifie mouton quand il est utilisé tout seul, et l'élément inférieur signifie grand, un grand mouton. Tel était en effet l'idéal de la beauté pour ceux qui forgèrent le caractère. La conscience contemporaine a tout à fait oublié cette origine animalière, mais le poète, lui, s'en souvient dans ce portrait de femme où, comme vous le voyez, le nez et la bouche se confondent en un museau allongé. Et la place du caractère jin, être humain, tout en bas, figure d'élégants escarpes. La figure dans son ensemble se lit de haut en bas et est organisée dans le même ordre que la combinaison bijin, grand mouton en haut et être humain en bas. À droite, vous avez dissection du rhinocéros, Sai no Kaibo. Le caractère Sai, rhinocéros, est le résultat de l'association de 2 autres caractères qui signifient, lorsqu'ils sont utilisés séparément, queue et vache. Ici, une partie de l'élément du haut a été remplacée par une figure dont le graphisme est proche, mais dont la signification est tout à fait différente. C'est une libellule aux ailes écartées. Alors, sous la forme de cette nouvelle composition, le rhinocéros devient une vache ailée ou une libellule à cornes, ce qui peut paraître curieux, mais qui en fait n'a rien d'étonnant si on se souvient qu'il existe bien un insecte appelé en japonais saekabuto et en français scarabée rhinocéros, dont le premier caractère désigne justement le gros mammifère que nous connaissons bien. Alors, dans les poèmes que je vous ai montrés jusqu'ici, la couleur était absente, mais certains poètes visuels en font un grand usage, comme Tanabu Hiroshi et Yarita Misako. Alors, Tanabu Hiroshi est peintre. Il est venu à la poésie visuelle par le biais de Mukai Shutaro, lui-même membre d'ASA et professeur de graphisme dans une université des beaux-arts à Tokyo. Tanabu a édité pendant plusieurs années une revue appelée Shishi, elle aussi, poésie visuelle, mais dont il était le seul contributeur. Il expose dans des salons de peinture des œuvres de grande dimension, comme celle-ci, on a facilement des œuvres de 2 mètres sur 3. Certains de ces poèmes sont assez figuratifs, comme celui-ci à droite, qui prend pour sujet la neige qui tombe dans la nuit. Les petits ronds blancs, ici, représentent des flocons de neige, et la partie inférieure, ici, donne à voir la neige déjà tombée. Au milieu de ces motifs proprement picturaux, des mots écrits en kana et imprimés en blanc ont été disposés, qui se lisent verticalement. Yuki, la neige, furu, tomber, il y a un timoru, voilà, quelque part, timoru, s'entasser, et encore shin shin, qui est le bruit de la neige qui tombe. Alors, on mesure évidemment la différence entre ce poème et le poème Pluie de Niikuni, par exemple. Les 2 poèmes font image, mais de manière bien différente. Niikuni choisit un kanji d'origine pictographique qui fait lui-même image, alors que Tanabu choisit des caractères syllabiques dont la rondeur, certes, peut faire penser à des flocons, mais c'est surtout la couleur blanche ici qui est essentielle dans l'élaboration de ce paysage de neige. Pour le dire autrement, chez Niikuni, l'image est inhérente au caractère d'écriture choisi, alors que chez Tanabu, elle y est extérieure. Les poèmes de Tanabu se présentent volontiers sous la forme d'un passage, d'une métamorphose d'un caractère en un autre. Et vous avez ici Sanani no Chi Uka. On peut traduire par quelque chose comme l'éclosion de la chrysalide. Ce poème associe plusieurs caractères comprenant la clé dite de l'insecte. On a insecte, bien sûr, mais aussi on a papillon de nuit, on a aussi papillon, et puis
ces caractères qui sont là, notamment ugomeku, un verbe qui signifie frétiller, bouger sans cesse, comme un insecte. Alors, vous avez des lignes courbes ici qui traversent le poème et qui font penser à un mouvement, peut-être celui des ailes déployées d'un papillon, justement, à moins qu'il ne s'agisse de la forme d'un cocon, et les caractères se colorent peu à peu, passant du vert foncé à gauche, au jaune et au rose à droite. Dans le poème de droite, Tanabu s'intéresse aux points. Donc, il y a une série d'œuvres thèmes, intitulées simplement thèmes, points. Ici, il a regroupé les caractères yuki, la neige, la glace, l'eau, la danse, otaru, les lucioles, et le feu, qui tous incluent dans leur composition un point ou plusieurs points. Il a aussi ajouté un point qui est répété autour des caractères dans une sorte de losange. Et bien sûr, le chromatisme est signifiant. Les couleurs froides, le bleu, les couleurs froides sont utilisées pour les caractères liés à l'eau. Le rouge et l'orange sont utilisés pour le feu et la luciole. Comme dans le poème précédent, c'est une réflexion sur l'écriture, son mode de composition, qui est mené ici de manière visuelle. Je terminerai avec Yarita Misako, qui fait partie des créateurs venus à la poésie visuelle par la poésie linéaire. La lecture des œuvres du poète américain Cummings, qu'elle découvrit au cours de ses études, fut pour elle déterminante. C'est en traduisant certains de ses poèmes que Yarita s'aperçut, par exemple, que le pronom personnel de la première personne du singulier, I, occupait dans son œuvre une place essentielle. Réfléchissant sur ce I, ce pronom, ses usages et ses enjeux, Yarita a eu envie de le reprendre à son propre compte et en a fait un motif important de sa création. On trouve souvent dans ces poèmes, qui sont volontiers composés d'un seul mot, un I, ou plutôt I, isolé des autres lettres, qui signale pour ainsi dire la présence d'un moi, comme dans ici silence, ou plutôt silence. Le I, séparé du S à gauche et du groupe lance à droite, est écrit dans une typographie de fantaisie aux formes arrondies qui peut évoquer une silhouette féminine stylisée. Alors que le poème soit écrit en anglais ne doit pas surprendre. Les goûts littéraires de Yarita Misako l'apportent vers cette langue, mais le poème n'en est pas très japonais aussi, me semble-t-il, puisque le découpage en 3 cadres de dimensions inégales, ainsi que le recours à une typographie traitée comme un dessin, rappelle évidemment l'univers des mangas. Voici d'autres variations très colorées. Voice, ici, I am in, au milieu, et puis time, à droite, qui contiennent donc la présence d'un moi caché, mais omniprésent. Cette réflexion sur le I et l'individu, Yarita Misako ne l'amène pas seulement à partir des mots anglais. Elle la développe aussi à partir des caractères proprement japonais, comme dans ce poème à gauche, Hitori, où elle utilise des katakana. Sur un fond vert sombre marbré se détachent quelques barres verticales et horizontales blanches de longueur et d'épaisseur variées. La configuration peut paraître un petit peu mystérieuse pour qui la contemple sans pouvoir la lire, mais le titre l'éclaire, Stoli. En fait, on doit lire ce poème Hitori. L'épaisseur du trait vertical, la minceur et l'orientation des traits latéraux, la couleur du fond aussi, suggèrent l'image d'un tronc d'arbre et d'un feuillage touffu. Je suis seul dans cette forêt, suggère peut-être le poème. Seul, mais solide, car l'arbre, dans sa puissance, franchit la limite supérieure de la page, reprenant une thématique qui est fréquente chez Yarita, celle de la solitude, associée à la force plus qu'au désespoir. Les poèmes visuels sont bien, chez Yarita Misako, une forme d'écriture du moi, mais au sens le plus radical du terme, c'est-à-dire que la quête d'identité est menée au moyen des signes écrits eux-mêmes. Alors, il est intéressant peut-être de comparer ce poème avec 2 autres sur le même thème, sur la solitude, qui sont dus respectivement à Nii Kuniseichi et à Tanabu Hiroshi.
Donc le poème central, le poème de Nikoni, a pour titre Solitude, ou plutôt Tristesse, puisque Sabishi, qui est le titre Sabishi, désigne le sentiment de solitude. Le kanji, Sabishi, que vous voyez ici, se compose d'une clé, dite de l'eau, et d'un élément qui, lorsqu'il est utilisé seul, signifie bosquet. Et ce bosquet lui-même est obtenu par la répétition d'un caractère d'origine pictographique qui signifie arbre. Alors à l'origine, le caractère bosquet désignait plutôt une succession, on va dire des choses ou des phénomènes qui se suivent comme des arbres dans un bosquet. La clé de l'eau peut être mise en relation avec les larmes. Donc, si on veut, la solitude ou la tristesse, c'est une succession de choses qui provoquent des larmes. Dans le poème de Nikoni, le caractère bosquet a été répété un grand nombre de fois dans un carré qu'il occupe entièrement, mais vous voyez ici à gauche, je l'ai agrandi ici, à la 14e ligne, le caractère est précédé sur sa gauche de la clé de l'eau qui lui confère donc une signification différente, celle de solitude. Et on peut comprendre ici que la personne qui se sent seule a l'impression de ne pas se fondre dans le moule, de ne pas entrer dans les cadres, si on peut dire. Quelque chose dépasse, qui la conduit à se sentir différente. Dans le poème de Tanabu, le kanji hito, être humain, est répété en noir dans ce qui forme un ovale, mais on note dans la partie inférieure à gauche le caractère un et le caractère personne qui se lit hitori et qui signifie seul, tout seul. Celui qui se sent seul a du mal à entrer dans la ronde, pourrait-on dire. C'est ici la couleur qui prend en charge la notion de différence. Tous les autres sont noirs et celui-là est blanc. Alors, les interprétations sur ce thème sont potentiellement infinies. Les quelques exemples que je viens de présenter sont trop peu nombreux, bien sûr, pour qu'il soit possible d'en tirer des conclusions générales. Je voudrais simplement, pour finir, attirer votre attention sur 3 points que j'ai déjà un petit peu évoqués dans mon exposé. Le premier est qu'au Japon, la poésie visuelle s'appuie très souvent sur une réflexion concernant l'étymologie des caractères, qu'il s'agisse de jouer avec une origine pictographique, comme dans Pluie de Nikoni, ou avec une clé, comme dans Solitude du même Nikoni. C'est évidemment là une spécificité de la poésie visuelle japonaise par rapport aux poésies alphabétiques, dans lesquelles les mots ont un sens, oui, mais pas les caractères d'écriture eux-mêmes. Ce qui explique sans doute que cette poésie visuelle japonaise ait été jusqu'ici très peu abordée en Occident. Les chercheurs sont quelque peu démunis devant ces objets qui ne savent pas lire ni interpréter. Mais cette spécificité est aussi ce qui fait l'importance de cette poésie à l'intérieur du mouvement mondial. Le deuxième point est que depuis les années 60, les frontières entre la poésie et les arts visuels sont devenues extrêmement poreuses. L'idée que la poésie visuelle ne doive reposer que sur la force des seuls caractères d'écriture et être imprimée en noir et blanc n'est plus un dogme. Certains poètes circulent avec aisance sur un large spectre qui va de la lettre au dessin. Et plusieurs chœurs de Yamanaka, par exemple, pourraient même être facilement utilisés dans des campagnes publicitaires, à mon avis. Quant à la couleur, elle est employée chaque fois que nécessaire. L'histoire a donc évolué d'un certain point de vue vers une plus grande ouverture. Reste que, et c'est là le troisième point, cette poésie à la typographie. Que les poèmes soient tapés à la machine ou élaborés à partir de logiciels de traitement de texte, imprimé reste la règle, et la calligraphie ou l'écriture manuscrite des pratiques rarissimes. Mais à l'intérieur du monde de la typographie, tout est possible, kanji, kana, chiffres et même lettres alphabétiques. J'ai surtout insisté dans ma présentation sur les kanji et les kana, mais je vous laisse pour finir méditer sur ce poème de Yoshizawa Shoji intitulé Rencontre. Et je vous remercie de votre attention.